Bonjour et bienvenue dans ce nouveau PaniniCast, le podcast d'édition Panini qu'Aurélien et moi avons l'honneur d'animer depuis bientôt un an. Avec la sortie très attendue d'Immortal Hulk en 2 omnibus, il aurait été criminel de ne pas consacrer au célèbre géant de jade l'épisode focus qu'il mérite. Et vu que ce personnage est introduit dès son premier épisode comme étant à la fois un monstre et un homme, je vous laisse d'ailleurs me dire en commentaire qui d'Aurélien ou de moi est le monstre, il nous manquait une troisième personnalité pour aborder les vies tumultueuses de Bruce Banner, j'ai nommé G des rubriques de G, alias G-Fixit. Comment ça va G ? Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices du PaniniCast qui n'ont pas l'honneur de connaître ton travail ? Eh ben, ça va très bien déjà, merci beaucoup pour cette invitation, je suis extrêmement honoré. Et puis pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis G de la chaîne YouTube Les Rubriques de G comme tu l'as dit, et depuis déjà quelques années je fais des vidéos pour essayer de partager mon amour des comics, des choses qui me plaisent au sens large du terme, et notamment un amour assez immodéré et un petit peu envahissant, de temps en temps je l'admets, pour l'incroyable Hulk. Oui, et d'ailleurs on vous invite grandement à suivre G sur sa chaîne, parce que voilà, du coup, c'est un contenu dont je suis assez friand, donc je sais pas pour toi Aurélien. Oui, tout à fait, et d'ailleurs on en profite pour dire que c'est un retour d'invitation, parce qu'en fait on avait participé à une de tes émissions où tu nous avais interviewé pendant la douce durée de 3h40. Du coup c'est pas une interview, c'est un molestage. Ouais. Mais non, c'est pas une blague, hein, c'était vraiment 3h40, je sors pas un nombre comme 3h40 pour faire... C'était une garde. Ouais, c'est une blague. Non, c'était 3h40. Néanmoins, je pense que Émile a réussi à être intéressant et moi, désagréable comme d'habitude. Mais voilà, si les coulisses de Panini vous intéressent, et je pense que si vous écoutez le PaniniCast, c'est sans doute le cas, je vous invite à aller écouter ou regarder l'émission de G à laquelle nous avons participé. C'est très gentil, c'était très cool, c'était un moment très très sympa. Alors du coup, passons sans plus attendre à une question primordiale. C'est quoi Hulk ? Non, mais c'est quoi Hulk ? Hulk, c'est un personnage créé en 1962 par Stan Lee et Jack Kirby. Évidemment, c'est un personnage de la première vague de création de l'univers Marvel. J'aime bien aussi le petit côté où Hulk il a été créé juste après les 4 Fantastiques, et notamment après, si je dis pas de bêtises, les premiers retours des lecteurs, par courrier évidemment à l'époque, qui aimaient beaucoup le personnage de Ben Grimm, la chose. Et quand ils ont vu que les lecteurs ils aimaient beaucoup ce personnage, ils se sont dit tiens, on va peut-être essayer de créer un autre personnage un petit peu de cet acabit, et puis ils ont décidé de créer l'incroyable Hulk. Et grosso modo, c'est un personnage qui trouve son origine évidemment dans le récit de Stevenson, le Dr Jekyll et Mr Hyde, où on est complètement là-dedans, et où en même temps sur l'aspect physique, pour le côté graphique en fait de la chose, là par contre ça se réclame beaucoup plus de Frankenstein, et c'est un petit peu tout ça en fait qui les a emmenés à créer ce personnage, avec évidemment, étant donné qu'on est au début des années 60, qu'on vit une menace nucléaire entre les deux blocs, entre les États-Unis et l'URSS, les soviets. C'est évidemment teinté d'un aspect militaire, d'armes nucléaires, etc., etc. On est complètement dans cette ambiance-là. Ouais, je trouve que ça a été d'une synthèse parfaite. Je rajouterais 2 petits points. Le fait aussi que le Hulk en tant que monstre, que représentation comme ça de force de la nature, on est aussi dans une ligne droite, en plus de Frankenstein et du Dr Jekyll et Mr Hyde, on est aussi dans la ligne droite de la mythologie juive avec le golem. C'est aussi une des sources d'inspiration de Stan Lee là-dessus. Et l'autre truc qui me semble intéressant dans la genèse du personnage, c'est que justement, c'est intéressant de voir que c'est un des premiers persos créés après les 4 Fantastiques, et que du coup on n'est pas encore dans l'ère super-héroïque vraiment. On est encore dans l'ère précédente qui était l'ère des monstres justement. Tous les récits que faisait Marvel dans les années avant les 4 Fantastiques, c'était des récits d'horreur, de monstres, de science-fiction, de choses comme ça. Et donc avec Hulk, ils sont avec un pied de chaque côté. Il y a un pied dans le côté super-héros, récit d'aventure, et un pied encore dans le récit de monstre. Et
le dernier truc sur lequel j'avais envie de rebondir, c'est quand tu parles de la menace communiste. C'est vrai que c'est un truc qui a été complètement zappé de toutes les autres adaptations qui ont pu exister après, mais c'est vrai que le fait que Bruce Banner du coup va se faire irradier par la bombe gamma, ça vient du fait que son bras droit qui est là au moment des expérimentations, c'est à lui qu'il dit ah attends, il y a le gamin là-bas qui est en train de jouer de l'harmonica juste à côté de la bombe, j'y vais. Et il est pas con, Bruce Banner, encore une fois, hein. Donc il lui dit mets en pause hein, l'essai. Et sauf que le mec en question, c'est un soviet et il fait ha ha ha, non, je vais pas mettre en pause. Donc il y a aussi ce truc là qui est intéressant, qui parfois est un peu zappé dans certaines réactualisations ou origines, etc. Ils oublient le facteur il y a un traître ou il y a quelqu'un qui volontairement fait en sorte que ça arrive, et qui permet à mon sens aussi de faire passer la pilule que un mec aussi intelligent va pas se jeter au milieu d'un champ de tir, quoi. Et puis en plus, il y a quand même un aspect pas militant, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais un petit peu quand même dès le premier épisode, parce que du coup il y a cet aspect en fait que tu soulignes, et du coup dans le premier épisode, l'ennemi final en fait de Bruce Banner, du coup de Hulk, dans ce premier épisode, c'est Gremlin. Et Gremlin, c'est un scientifique lui aussi, russe, donc évidemment soviétique, qui lui aussi a été irradié de la même manière que Bruce Banner, mais à la différence près, c'est que ça a vraiment fait de lui un monstre physiquement. Il est absolument ignoble, il a une tête énorme, un œil complètement éclaté, enfin il a vraiment un visage extrêmement abîmé par les radiations. Et j'aime bien en fait l'opposition qu'il y a, c'est-à-dire que dans le bouquin, quand les Américains créent un monstre avec des radiations, bah, ils créent un monstre superbe, parfait, extrêmement fort, etc., etc. Et quand c'est les Soviétiques, eh ben ils créent un monstre informe, méchant, démoniaque, voilà. Donc ça permet aussi de... Pas de politique dans mon comics. Hein. Mais c'est vrai que dans les comics des années 60, notamment donc un peu dans Hulk et encore plus dans Iron Man, il y a ce côté-là anticommuniste à fond les ballons qui vient irradier le comics. Mais d'ailleurs, parce que moi, c'est des épisodes que j'avais pas forcément lus, quand j'ai repris l'anthologie qu'on est sorti sur Hulk, et du coup j'ai pu découvrir ces premiers épisodes, j'ai été vraiment frappé justement par l'imagerie, alors non pas effectivement anticommuniste et autres, mais aussi sur le lien avec Frankenstein, c'est-à-dire au-delà de l'aspect physique, il y a des plans qui ont été vraiment en écho pour moi avec l'imagerie qu'on a du roman de Mary Shelley, avec notamment le fait qu'il se regarde dans l'eau, le fait qu'il porte en fait un corps qui normalement dans le roman de Frankenstein, c'est en fait une petite fille qu'il a tuée sans faire exprès, et du coup il y a ce moment où en fait la créature a une espèce de deuxième naissance et elle découvre qu'elle peut faire du mal, et c'est quelque chose que j'avais pas forcément tant associé à Frankenstein que ça au départ. Et du coup là, d'où ma deuxième question, c'est Hulk, on le connaît comme étant voilà, le géant de jade ou plutôt vert, mais au départ il était gris. Est-ce que on peut dire pourquoi ? Alors, la légende dit, après, est-ce que c'est totalement vrai ou pas, j'en ai pas la moindre idée, mais normalement, au premier épisode, ils ont eu envie de le faire gris, et d'après ce qui se dit, au moment, en fait, de l'impression, en fait, des comics, le gris, en fait, la couleur variait d'une page à l'autre, et donc ça permettait pas d'avoir une teinte constante, en fait, de l'incroyable Hulk, et donc, en fait, dès le deuxième épisode, ils ont décidé de changer sa couleur pour une couleur qui tenait mieux, a priori, sur le papier, et c'était le vert. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est sûr que si au bout de 2 pages j'ai commencé à ressembler à un t-shirt des Iguales, ça aurait été un peu compliqué, je pense. Ok. Ouais, c'était de toute façon un truc sur la qualité d'impression ou des choses comme ça. Moi aussi, j'ai lu toujours cette version-là, la version comme quoi Stanley était pas satisfait de comment ça ressortait, en tout cas sur le premier numéro, et c'est pour ça que par la suite il devient vert. Et d'ailleurs, en parlant de suite, on peut parler de ces premiers épisodes où la série se cherche complètement, hein, d'un épisode à l'autre. Ouais. Voilà, parce que là on dit ouais, c'est les thématiques Dr Jekyll et Mr Hyde, l'anticommunisme, la part de monstre en soi, machin, etc. Mais les premiers sorties du premier épisode, les 5 premiers épisodes suivants de ce qui au bout du compte est une mini-série, parce que la série s'arrête, ça part dans tous les sens. Les deuxièmes méchants, c'est les crapauds venus de l'espace, on se retrouve après avec des mutations de Hulk dans tous les sens. Vraiment, on sent que sur les premiers épisodes, ils ne savent pas quoi faire du perso du tout. Oui, il est pas du tout cadré. Après, bon...
Je trouve qu'on vilipende un peu vite les crapauds venus de l'espace, mais bon, c'est pas grave. Mais très sincèrement, oui, ça se casse relativement vite la gueule. Et là où, avec Spider-Man, les FF, ils ont réussi à établir un cadre assez clair, assez net, en fait, des pouvoirs du personnage, là, d'un coup, on voit que d'épisode en épisode, il se cherche complètement. Déjà, d'une part, la couleur, comment il se transforme plus au moment de la nuit. Oui, mais ce serait bien quand même que Bruce Banner soit aux commandes en fait de ses transformations, et puis finalement après il va se transformer, mais il va garder une tête humaine, il va enfiler un masque de Hulk. Enfin c'est compliqué. Les premiers épisodes sont pas foufou. Au-delà, le premier est exceptionnel, mais la suite est un petit peu plus compliquée. Mais en un sens, elle est passionnante aussi, justement pour ça. Ouais. Parce que c'est vrai que beaucoup de héros sont... En tout cas, la matrice est là, on va dire, dès les premiers épisodes. Elle va s'affiner au fil du temps, hein, évidemment. Un personnage comme Spider-Man, il va lui falloir peut-être quand même quelques épisodes, peut-être même 1 ou 2 années avant d'être le perso qu'on connaît aujourd'hui. Mais dès le début, en tout cas, on voit tout qui est là. Hulk, ouais, ça met du temps, et du coup c'est intéressant parce que c'est plus rare en fait ce genre de gestation un peu bordélique, quoi. Et celui qui va vraiment, je trouve, réussir à cadrer le personnage, c'est Steve Ditko. Quand il arrive après du coup sur le personnage au dessin, mais tu sens quand même qu'il y a quand même, je trouve, la patte de designer en fait de Ditko. Il va étoffer en fait l'environnement autour du personnage, notamment en créant le personnage de Glenn Talbot, celui qui va être également épris de Betty Ross et qui va essayer de lui shipper sa fiancée. Il va aussi beaucoup plus cadrer les choses sur comment se font les transformations. C'est lui qui va cadrer le truc en disant quand il se met en colère, il se transforme en Hulk. Il va vraiment pour le coup mettre un cadre dès les premiers épisodes de la relance de Hulk, qui est dans, j'ai mangé le nom du magazine. Astonishing Tales, non ? Astonishing Tales, ouais, c'est ça. Parce que du coup, je crois que Hulk n'a pas forcément une série régulière en plus. Ouais, en fait, il a cette première série qui s'arrête au bout de 6 épisodes, et après ça, en fait, les fans continuent de demander le personnage. Donc, il y a un moment dans Astonishing Tales, vu que les aventures de Giant Man et la Guêpe fonctionnent moins bien, ils décident de faire un magazine où d'un côté c'est Namor et de l'autre côté c'est Hulk. Du coup, ça va durer comme ça quelques années avant que, après un gros crossover entre les deux, donc sur la fin d'Astonishing Tales, les deux séries fusionnent pour un gros combat entre Hulk et Namor, et après ça, la série Hulk reprend sans le titre Astonishing Tales, mais en gardant la numérotation d'Astonishing Tales. Donc on se retrouve avec le numéro 102, qui est le relaunch de la série, mais voilà, parce que autre temps, autre mœurs, autant maintenant, souvent on veut mettre un numéro 1 pour mettre le point d'entrée, autant à l'époque dire c'est le numéro 102 de Hulk. Regardez, c'est un personnage qui cartonne depuis des années. C'était la bonne arnaque, quoi. Mais ça a marché. Oui, ça a marché. Mais d'ailleurs, en 69, Hulk rejoint une équipe en plus, c'est les Defenders. Je sais pas si c'était au moment de Ditko ou pas, mais est-ce que les Defenders ont été créés en 69 ou c'était un peu après du coup ? Déjà avant les Defenders, il fait partie du roster d'origine des Avengers. Oui, on remarque, oui. Effectivement, pas bête. Ce qui est bien, même s'il n'aura pas eu forcément des jours remarquables chez les Avengers, hormis au cinéma, mais il fait quand même partie des membres fondateurs des Avengers, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, et après, pendant des années, il a fait partie des Defenders. Alors c'est une partie, on va pas se mentir, que je connais un petit peu moins, que je collectionne assidûment par contre en revanche, mais que je lis, on va dire, avec parcimonie, parce que c'est vrai que pour le coup c'est des histoires qui sont déjà moins estampillées Hulk, voilà, où t'as beaucoup plus de Doctor Strange, de Silver Surfer, et les premières années sont un peu, on va dire, très colorées. On va dire la première intégrale, ça part vraiment dans tous les sens, quoi. Je suis pas un spécialiste de la série Defenders, en étant honnête, mais je crois que c'est à partir de l'arrivée de Steve Gerber sur le titre, je crois que ça se structure, on va dire. Ça. Ouais, parce que si je dis pas de bêtises, Roy Thomas, en fait, il avait un run en cours dans Doctor Strange. Malheureusement, Doctor Strange, en fait, les ventes ne fonctionnaient pas des masses. Et donc, du coup, ils ont arrêté la série Doctor Strange, mais lui, il avait quand même bien envie de terminer son histoire. Et vu qu'il était scénariste de Namor et de Hulk, il en a profité, en fait, pour terminer son histoire dans Incredible Hulk
et dans Namor, si ma mémoire est bonne, et puis ça a bien marché, ça a bien plu aux gens, donc on va de nouveau les réunir, et puis ça continue à bien marcher, et puis finalement on va appeler tout ça les Defenders, et c'est comme ça en fait que ça s'est créé. Et on a parlé de Steve Ditko, mais j'ai l'impression, quand on lit les interviews de pas mal de scénaristes, qu'il y a un nom qui ressort, alors avant celui de Peter David évidemment, c'est Bill Mantlo. Est-ce que du coup, ce run, on peut en parler? Alors il y a Bill Mantlo qui est un run qui est quasiment dans son intégralité inédit en fait en VF, il est jamais sorti à aucun moment, à part le tout début si je dis pas de bêtises. Juste avant lui il y a quand même aussi Roger Stern qui fait un boulot absolument remarquable aussi, ça dure une petite trentaine d'épisodes si je dis pas de bêtises, mais qui sont extrêmement importantes aussi dans la construction du personnage, parce que c'est Roger Stern qui au détour d'un épisode va permettre en fait au Doc Samson d'aller faire un tour dans la psyché de Hulk pour finalement ressortir de sa psyché. Le Doc Samson va annoncer, je crois qu'il y a un truc qu'on n'avait jamais compris sur Bruce Banner et Hulk, c'est qu'en fait c'est deux identités complètement distinctes. Et ça, c'est la première fois, c'est avec Roger Stern qu'on va souligner en fait cette idée-là. Et quand Roger Stern, il va partir, c'est Bill Mantlo qui va lui succéder. Si je dis pas de bêtises, parce que je suis en cours de lecture depuis déjà plusieurs mois de ce run-là, mais vu que je suis pas très bon en anglais, j'y vais doucement pour apprécier ça. Et il est resté grosso modo à peu près 5 ans, et notamment accompagné par un dessinateur absolument magnifique, Sal Buscema, qui avait aussi travaillé avec Roger Stern, qui a énormément œuvré sur l'incroyable Hulk, qui est juste magnifique. Et Bill Mantlo, il va travailler longtemps sur le personnage, et de ce que j'en sais, il va écrire une très très belle page de ce perso, et notamment en fait à la fin, où il va reprendre plus ou moins en fait une idée de Barry Windsor Smith. Là, il y a un truc pareil à creuser peut-être un petit peu plus là-dessus, mais grosso modo, c'est lui qui va parler des origines en fait de Bruce Banner, de son enfance. C'est lui qui va créer son histoire, son père, sa mère, etc., faire de lui un enfant battu, et puis finalement, au détour de l'épisode 312, il va balancer une idée qui est à mon sens complètement incroyable, c'est que du fait que Bruce Banner était un enfant battu, je la fais en mini spoil pour vraiment pas tout dévoiler, mais donc il a eu des traumatismes, et en fait Hulk n'a pas été créé avec l'explosion de la bombe gamma, mais Hulk était déjà à l'intérieur de Bruce Banner, et l'explosion de la bombe gamma n'a simplement fait que révéler le monstre et le lâcher sur le monde. Et donc ça c'est vraiment un truc, c'est je trouve un tournant dans la psychologie et dans l'histoire en fait de Bruce Banner, parce qu'à ce moment-là on va vraiment aussi faire rentrer des thématiques qui sont assez fortes, les enfants battus, ce genre de choses, et ça va permettre à tout un tas de scénaristes derrière de pouvoir continuer à creuser, même encore maintenant à creuser cette piste-là. C'est intéressant parce que c'est au cours des émissions qu'on a pu faire avec Aurélien, il est arrivé que par moment on évoque des titres, moi je pense au Punisher par exemple de Jason Aaron, ou même aussi qu'on a évoqué Captain America, des moments où en gros les scénaristes se disent tiens en fait et si ce qui fait que du coup il est devenu tel ou tel personnage était déjà en lui avant l'accident ou la chose qui l'a transformé. C'est un truc qui est très simple mais qui finalement, selon les personnages, peut revêtir un truc soit dramatique, donc là dans le cas de Punisher ou de Hulk, ou un truc beaucoup plus joyeux, où par exemple dans le Spider-Verse, Peter Parker est le meilleur Spider-Man parce que c'est Peter Parker. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant justement encore une fois dans l'écriture de comics que du coup chez Hulk ce soit un truc qui soit terrifiant et qui en plus est une idée qui va en plus être prise, digérée et malaxée on va dire par différents scénaristes qu'on verra un peu plus tard. Mais je trouve néanmoins que c'est toujours risqué en fait comme idée, c'est-à-dire que ah oui. Là où c'est génial sur Hulk, c'est que d'avoir réussi à trouver le bon angle qui en fait une bonne idée, parce que dire en fait il était toujours Hulk au fond, on peut imaginer un milliard de solutions qui auraient donné des trucs absolument nuls. Là c'est réussir à trouver l'angle qui rend le truc qui résonne en chacun, quoi, parce que pas forcément qu'on ait tous vécu des choses horribles durant l'enfance, mais on arrive à se projeter dessus en tout cas. Surtout qu'en plus, ça colle totalement avec la personnalité du Hulk telle qu'elle va être développée, c'est-à-dire le Hulk vert enfantin, qui a peu de vocabulaire, qui est violent,
qui est colérique. Comme tu dis, c'est pas juste qu'il s'énerve parce que c'est pas un trauma du genre son paquet de gruyère était pas passé à la caisse, quoi. C'est genre vraiment un truc qui est lié à son personnage qui va devenir. Et en ça, c'est vraiment dramatique et comme tu dis, c'est vraiment très malin de l'avoir fait. Ce qu'on peut dire d'autre sur Mantlo, c'est aussi le fait que c'est pas étonnant qu'il ait aussi bien réussi le run sur Hulk, dans le sens où il a toujours eu cette fascination pour les monstres. On l'a vu aussi dans le run qui fera après sur la division Alpha, qui est pour le coup pareil, c'est quelque chose qui pour l'instant n'a pas été réédité en VF depuis les années Strange, parce que tout simplement le matériel VO n'est pas disponible. Mais voilà, oui, il y a toujours eu une fascination chez Mantlo pour les différentes figures de monstres, quoi. Donc ça sonne un peu comme une évidence, quoi. Mais qu'on peut retrouver dans Rome avec Oui, Buscema aussi. justement, parce que justement moi on en avait parlé, mais c'est quelque chose enfin pour ma part je suis en train de lire pour préparer une future émission et que j'étais très surpris de voir justement les parallèles qu'on pourrait tisser entre Rome et certains personnages, notamment Hulk, sur le côté dans l'idée très romantique au sens littéraire du terme, de l'extérieur monstrueux et l'intérieur ultra sensible. Et la corde sensible qui va être touchée par des fois des personnages de femmes ou même en fait les injustices ou le fait que tout le monde le voit comme un monstre alors qu'en fait il se voit comme un homme ou disons plus humain que les vrais monstres que peuvent être les humains parfois. Donc disons que c'est une idée assez récurrente chez Mantlo du coup qui me plaît beaucoup et qui donne vraiment envie d'explorer son œuvre. Et du coup, là, après Mantlo, là, je l'ai un peu évoqué aussi, est-ce qu'on pourrait pas s'attaquer à notre deuxième partie, plutôt gros morceau, à savoir le run de Peter David. Alors là, je fais un bond temporel de je sais pas combien d'années, mais bon. Oh, pas tant que ça, hein, au Ah final. ouais. Non, parce que de mémoire, bon, j'ai mon petit tableur, mais Sort son de calepin. mémoire, ouais, Bill Mantlo, bah voilà, il arrête fin 85. On a une petite tentative de John Byrne, Oui. qui malheureusement va pas être extrêmement concluante. A priori, à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui a envie de se casser les dents sur l'incroyable Hulk, parce que même si Byrne s'est planté, bon, bah c'est peut-être que c'est compliqué d'écrire Hulk, et pendant quelques temps, c'est Al Milgrom, du coup, qui était aussi éditeur, si je dis pas de bêtises, chez Marvel, qui va s'y coller, qui avait fait aussi beaucoup de couvertures pour l'incroyable Hulk, et il va s'y coller jusqu'en 87, et à partir de mai 87, c'est Peter David qui va venir sur le titre, un peu par hasard, comme tu l'as dit, parce que personne n'avait véritablement envie d'écrire Hulk, donc on va le filer à Peter David, on va voir ce qu'il est capable de faire, ce jeune scénariste là-dessus, et ce jeune scénariste, il va rester 12 ans sur le personnage, et il va écrire certainement une des plus belles pages en fait de l'histoire du personnage, ça c'est sûr et certain, parce que déjà il est resté extrêmement longtemps, et puis si on regarde stricto sensu ce qu'il a créé et ce qu'il a apporté en fait à l'univers de Hulk, c'est quand même juste gigantesque, et pendant ces 12 années de run, il va être accompagné de dessinateurs mais totalement merveilleux, parce qu'il va être accompagné par un très jeune Todd McFarlane, il va y avoir une petite parenthèse avec Jeff Purves, il va y avoir du Dale Keown, du Gary Frank, du Liam Sharp, du Angel Medina, du Kubert, Andy, ou je mélange toujours les deux frères Kubert, mais du moment où c'est marqué Kubert, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, ça reste de la très très bonne C'est comme les cam. romages, je les confonds toujours. Exactement. Joe, Andy et Ouais, Adam. Joe, ouais. Et puis avec une parenthèse aussi assez fantastique pour 2 épisodes avec George Pérez, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Enfin voilà, c'est Peter David, c'est un monument. Ouais, puis faut le dire, c'est vrai que vous qui écoutez l'émission, vous êtes peut-être pas spécialiste dans l'univers des comics, et vous rendez peut-être pas compte d'à quel point c'est singulier un run qui dure 12 ans. Mais c'est vrai qu'un scénariste qui reste 12 ans sur un personnage, ça se compte sur peut-être les doigts des 2 mains, mais je pense qu'une seule main ça suffit en vrai. Il y a très très peu d'auteurs qui restent aussi longtemps sur un personnage, parce que en général l'érosion des ventes, les idées qui ne viennent plus, etc., le fait de ne plus être on va dire dans résonance avec le public, toutes ces choses-là font que ça finit par s'arrêter. Là, Peter David sur Hulk, 12 ans, c'est assez incroyable.
Ouais, et puis même au-delà de ça, et c'est aussi pour ça que du coup, j'avais un peu hésité, j'avais un doute sur le fait du nombre d'années que s'était écoulé entre le run de Mantlo et de David, c'est que justement, vu qu'il a duré 12 ans, il arrivait en plus à une période charnière au niveau des modes et du comics, c'est-à-dire il arrivait au moment du pic, au moment un peu de la crise aussi. Enfin, pas au moment de la crise, mais disons qu'il a connu un peu toutes les périodes fluctuantes des années Ouais. 90. Et du coup, graphiquement, on commence avec du très années 80. On peut arriver aussi en même temps avec un côté un peu, Image. voilà, tout à fait, Image avant l'heure, voilà, exactement. En plus, après, on passe sur un dessin qui est un peu plus caricatural, mais je sais pas comment dire, mais qui fait pas encore années 90. Alors, c'est le dessinateur qui fait le run sur Joe Fixie, dont j'ai oublié le nom. Jeff Pearls. Voilà, donc voilà. Et après, ensuite, on arrive sur donc Delcon. Delcon, c'est ça Delcon, voilà. Ouais, Qui est ancré ouais. par Bob McLeod. Donc là, on revient sur un truc beaucoup plus Marvel, on va dire classique, années 80, début 90, hors Image. Et ensuite, quand on lit les derniers épisodes, ou notamment aussi l'arrivée de Gary Frank et compagnie, on arrive sur un truc totalement moderne par rapport à ce qui s'est fait avant. Donc il a aussi ce côté extraordinaire par le fait qu'il arrivait à une période qui était charnière. Ouais. Et une des particularités, je trouve, de Peter David, au-delà de tout ce qu'il a créé, c'est que à chaque fois, en fait, il y a eu plein de périodes en fait dans son run. Il y a eu toute la période Hulk gris, Joe Fixit, qui a vraiment en fait une teinte extrêmement particulière, extrêmement singulière, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur l'incroyable Hulk. Presque polar, en fait. Ouais, exactement. Exactement. Et après, il va quand même aussi euh, lui aussi rajouter en fait des choses à la mythologie de Hulk. C'est-à-dire que si Roger Stern expliquait qu'il y avait bien deux identités, et ben lui il va expliquer en fait que du coup le Hulk gris, le Hulk originel, celui de Jack Kirby, rien ne se perd dans les comics, tout se réutilise. Et ben ce Hulk gris là, c'est simplement en fait une autre identité, et donc en fait il va faire de Bruce Banner non pas quelqu'un avec deux identités mais déjà avec trois, et il va l'expliquer comme tu le disais Émile, le Hulk vert est le reflet du petit garçon battu qui essaye d'exprimer sa colère, et c'est pour ça qu'il a un langage relativement faible et puis qu'il explose complètement de colère. Et Joe Fixit, c'est tout ce que Banner aurait aimé être. Il aurait aimé être grand, il aurait aimé être fort, il aurait aimé avoir du bagou, il aurait aimé avoir des facilités à pouvoir aborder les filles, il aurait aimé être un peu badass. Et ben tous ces côtés-là, en fait, c'est ceux qui vont créer l'identité de Joe Fixit. Et pourquoi Joe Fixit? C'est parce qu'à un moment donné, ce personnage, après une bataille incroyable contre le leader, va disparaître, il va finalement émerger à Las Vegas, et il va être engagé par un mafieux relativement, j'allais dire honnête et au grand cœur, ce qui est complètement paradoxal, mais qui est pas méchant, un mafieux sympa. Bah voilà, il y en avait un, c'était lui, Berengeti, et c'est Berengeti qui va lui donner ce nom de Joe Fixit. Et Joe Fixit, c'est une identité de l'incroyable Hulk, pareil, qui est extrêmement singulière, qui peut éventuellement permettre à des scénaristes d'aborder des thématiques complètement particulières, et voilà. Et quelques temps après, il va se rendre compte, peut-être Peter David, que ce serait extrêmement sympa de pouvoir réunir toutes ces personnalités, et en gros il va faire en sorte que le Doc Samson réussisse au détour d'une psychanalyse, je vous la fais en cours, à fusionner en fait toutes ces différentes personnalités, et toutes ces différentes personnalités vont créer le professeur Hulk, c'est-à-dire qu'il a l'intelligence de Bruce Banner. On a ce scientifique absolument génial qui est aux commandes d'un Hulk qui est vert, donc c'est la version la plus puissante, la plus forte, mais en même temps, il a cet humour, il a ce bagou, il fait ses blagues, il a ses petites références, et là aussi c'est un truc qui est très particulier avec Peter David, c'est que c'est un scénariste qui est complètement ancré dans son époque, qui fait tout un tas de références à des films phares des années 90, et avec beaucoup d'humour à la Marvel, et donc ce professeur Hulk, qui est une version absolument à ce moment-là ultime du personnage, va déferler en fait dans l'univers Marvel, et là pour le coup pendant pas mal d'années, ensuite avec Dale Keown, ensuite avec Gary Frank, c'est vraiment cette partie-là où il va réussir à conquérir le cœur des lecteurs. Et Peter David, il va aussi avoir une idée géniale, je déroule, je suis désolé. Non.
il va avoir l'idée en fait de placer Hulk au sein d'une équipe, mais pas simplement au sein d'une équipe, il va construire une équipe autour de lui, une équipe qui va être en gros à son service. Et donc il va le placer au Panthéon, et là aussi ça va être une équipe absolument géniale, et ça va permettre d'écrire une page absolument magnifique du personnage. Et ça vraiment, ça fait partie, à mon sens, des immanquables de l'incroyable Hulk, une période absolument fascinante. À retrouver en intégrale chez Panini Comics. Oui, oui. J'adore quand tu fais ton Pierre Bellemare comme ça. Franchement. Non, mais d'ailleurs, alors, je me permets juste de vous demander, parce qu'on l'a évoqué, mais Doc Samson, c'est qui? Oui, c'est bien de faire un peu D'expliciter un peu les noms. Hein. Ouais, Parce que ouais, ça voilà. name drop, ça name drop, hein, mais bon. De toute façon, en fait, à partir du moment où dans Incredible Hulk 1, il y a une recette qui est donnée pour créer des méta-humains qui est de les irradier au rayon gamma, à partir de là, faut pas attendre longtemps pour que des scénaristes disent bah, on peut créer d'autres super-humains que Hulk comme ça. Et donc, il va avoir au fil des décennies régulièrement des ajouts qui vont être faits d'autres personnages avec d'autres d'autres pouvoirs qui vont naître de l'irradiation au rayon gamma. On a parlé du leader par exemple qui est donc un des méchants emblématiques, voire peut-être le méchant emblématique de Hulk, qui lui en fait n'a pas gagné de la force, il a gagné de l'intelligence suite à l'irradiation au rayon gamma, et aussi un putain de front. Mais voilà. Et du coup, Doc Samson, bah voilà, vas-y, Jay, je te laisse continuer sur Samson. Bah, grosso modo, ça, tu vois, ça fait partie pile poil des épisodes en fait qui me manquent, mais de ce que j'en sais, en fait, le Doc Samson, c'est alors Samson. Alors moi, je fais vieille génération, c'est Doc Samson. Hein. Bah, t'inquiète pas, dès le moment où t'as dit Strange, on t'a daté au carbone 14, hein, c'est bon. Il a plus de 40 ans, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et en fait, c'est un scientifique qui lui aussi a décidé de se soumettre, si je dis pas de bêtises, aux radiations gamma, mais à une plus faible dose. Donc ça lui a donné également une force absolument incroyable. Il a, lui, simplement les cheveux verts, mais par contre, c'est un esthète, hein, il a un corps absolument incroyable. Et c'est un personnage que tu vas retrouver très très régulièrement dans l'histoire de Doc Samson, de Hulk, pardon, un peu comme Rick Jones, il a souvent des gens comme ça qui l'accompagnent, mais lui, il a vraiment ce rôle de psychanalyste. C'est vraiment lui, en fait, qui va pénétrer dans le cerveau de Bruce Banner pour essayer de comprendre comment il fonctionne, ses rouages, quelles sont ses blessures, essayer d'y apporter de temps en temps des solutions. Et c'est vraiment un élément extrêmement important, parce que c'est très très souvent par lui, ou en tout cas il est jamais très très loin quand il y a des gros changements au niveau des personnalités de Hulk. Et Rick Jones, puisque tu en parles, c'est aussi un personnage emblématique, mais pas seulement de Hulk, mais j'ai envie de dire un de ces personnages secondaires qui fait toute la beauté aussi de l'univers Marvel et de la continuité Marvel, puisque c'est un personnage qui a été un peu le sidekick de beaucoup de personnages Marvel, que ce soit donc le premier Captain Marvel, donc Hulk effectivement, vu que c'est un peu à cause de lui, parce que monsieur voulait jouer de l'harmonica près d'un site de bombe nucléaire. Donc il s'est retrouvé à se faire, enfin, à irradier du coup donc Bruce Banner, et aussi on le retrouve aux côtés de Captain America, et c'est intéressant parce que dans les intégrales, parce que du coup j'ai commencé l'intégrale Hulk de David, mais bon, vu que Natruz 1000 j'ai pas encore fini, au moment où j'en suis justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un passage où il y a une invasion de Skrull dans une série d'épisodes qui rappelle beaucoup et l'invasion des Body Snatchers, et aussi du coup des trucs de science-fiction qu'ils pouvaient avoir à l'époque. Rick Jones, sur laquelle Peter David fait une blague sur Indiana Jones d'ailleurs, en fait se retrouve confronté à un double de lui-même qui lui dit mais au fond est-ce que t'es pas un mec qui porte la poisse à tous les héros que t'as accompagnés, t'es juste là pour les faire tuer quoi. Et c'est d'une cruauté envers le personnage, parce que ce mec là il a vu toutes les destinées un peu mourir devant lui quoi, et c'est un personnage vraiment super intéressant et qui je trouve est très très bien écrit justement par Peter David, et de la manière dont il l'insère dans son run en fait. Sans vouloir trop dévier, mais c'est vrai que Peter David aime beaucoup le personnage de Rick Jones, il va le réutiliser comme aussi un des personnages
principaux de son run sur Captain Marvel. Alors là, pas Marvel, mais Genevieve, et vraiment en faisant un de ses personnages principaux. Ouais, voilà. D'ailleurs, il fait des clins d'œil à son run sur Hulk, etc. Enfin voilà, c'est. Comme dans son run sur Is. Ouais, Peter David, de toute façon, de manière générale, globalement, ça oscille entre le sympa et l'excellent, quoi. Et il y a assez peu de déchets dans ce que fait Peter David. Ouais. Il y a la période où on arrive au Onslaught, mais là c'est un flottement un petit peu général, où tu sens que c'est un peu compliqué, mais en même temps t'es au cœur d'un événement qui est en train de tout engouffrer, donc là c'est un petit peu dur. Mais la fin de son run est absolument remarquable, je trouve. Elle est vraiment magnifique. Et de mémoire, je crois qu'il le précise lui-même, mais donc s'il a passé 12 ans sur Hulk, il a quand même après, parce qu'on va peut-être faire des petits bombes temporels avant de revenir à l'après Peter David, donc au début des années 2000, mais il a fait vraiment aussi des micro-apparitions dans des séries ou des micro-mini-séries sur Hulk. Donc on peut parler peut-être du coup de son retour qu'on vient de sortir en Must Have d'ailleurs. Comment il s'appelle déjà? C'est sur l'île aux monstres un peu. Ouais, avec Wolverine. Tempest Fugit. Tempest Fugit, ouais. Je vais te faire confiance. Vu mon latin et mon anglais. On t'a pas engagé pour ton côté polyglotte, t'inquiète pas. Oui, c'est clair. Donc Tempest Fugit, et puis aussi donc un peu plus tard même, il va faire je crois 3 mini-séries au total sur le Maestro, une de ses créations les plus intéressantes. Du coup, puisqu'on parle du Maestro, ça fait référence à aussi des épisodes qu'on parlera, je crois que tu les as mis dans tes épisodes de cœur, Aurélien, à conseiller. Ouais. Donc on va dire une mini-série en 2 épisodes mythiques qui s'appelle Futur Imparfait, dessiné par Georges Pérez. Donc bon, on garde ce moment-là pour plus tard. Et après, donc Peter David, il fait aussi une mini-série sur Joe Fixit. Si je dis pas de c'est vrai. Ouais. Ah oui, avec Yildiz Dressinard. Ouais. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jay m'a expliqué qu'on a préparé l'émission que c'est Stern qui avait développé cette idée-là, comme quoi le Hulk était non pas une personne mais 2 entités, Hulk et Bruce Banner, pardon, ça m'a beaucoup fait penser au moment où Moore est arrivé sur le Swamp Thing et qu'il a justement dit non, en fait, le Swamp Thing c'est une créature qui est totalement distincte d'Alex Holland. Ce n'est pas juste Alex Holland qui a été transformé, mais c'est en fait une émanation des plantes qui pense que c'est un humain. Et j'ai trouvé, outre le fait de la couleur et compagnie, qu'il y avait une certaine proximité, je trouvais, dans le moment où, du coup, le scénariste arrive sur le personnage, le côté un peu révolutionnaire, en fait, de l'approche du... Enfin, révolutionnaire. Le côté, game changer, en fait, de l'approche du personnage à ce moment-là. C'est-à-dire, ça change totalement ton approche du personnage. Mais alors, on va peut-être pas faire un pareil 20 minutes là-dessus, mais je pense qu'il y aurait un truc à creuser sur... l'évolution en fait du rapport à la psychanalyse, c'est-à-dire que justement on voit que des créations comme Dr Jekyll et Mr Hyde viennent en concomitance avec Freud et le début de la psychanalyse et des choses comme ça, mais tout le sujet de la psychanalyse, c'est qu'il y a une évolution quand même de ce qu'on sait, de ce qu'on suppute, des théories autour de tout ça, et forcément les auteurs sont aussi des gens qui se cultivent, qui font des recherches, qui font des trucs comme ça, et en voyant les évolutions sur la psychanalyse, peut-être que tous ces personnages qui sont des personnages à vraiment double face, pas juste Spider-Man, Peter Parker, mais ceux qui ont vraiment une espèce d'entité comme ça qui prend corps, peut-être que justement c'est avec l'évolution de la psychanalyse qu'ils affinent, qu'ils retconnent ça pour se rapprocher de choses qui du coup vont creuser plus profondément dans la psyché des personnages. Et d'ailleurs, et ça refera du coup le lien avec Peter David et ça nous permettra de conclure la partie Peter David, c'est ce qu'il a fait avec le personnage de Doc Samson dans son run sur les X-Factor, où il y a ce extraordinaire en fait épisode où en fait Doc Samson va psychanalyser tous les personnages de les X-Factor, du coup on va creuser et un peu découvrir ce qui les a brisés. Et c'est un épisode qui est absolument extraordinaire et qui est dessiné par Quesada, je crois. Ouais. Et qui est le dernier en fait épisode de Peter David sur la série, avant ensuite qu'il revienne des années plus tard. Donc là sur un omnibus qui sortira donc en janvier prochain. Donc ce mois-ci. Ce mois-ci. Alors, le chapitre, ou même plutôt le monument Peter David étant clos, est-ce qu'on passerait pas sur l'ère moderne et le début des années 2000 et l'après Peter David, qui est toujours un peu compliqué parce qu'on a pu le voir avec des personnages comme Daredevil, l'après Miller, d'autres runs emblématiques sur des personnages. Qu'est-ce qu'on peut faire après Peter David ? Alors ce qui est rigolo, c'est que peu de temps après Peter David, il s'est
à nouveau John Byrne qui arrive sur Hulk, et pour encore une fois un run qui va s'avérer très court, et notamment parce que en fait il s'engueule en fait avec Tom Brevoort qui est l'éditeur à ce moment-là sur le titre, et il estime que étant une star il peut un peu outrepasser les décisions de son éditeur, et en fait Tom Brevoort va extrêmement mal le prendre et le dégager du titre. Donc c'est assez rigolo de voir que voilà, autour du run de Peter David, il y a deux petits runs de John Byrne, et dans les deux cas, c'est des runs qui se sont arrêtés extrêmement vite, notamment pour des raisons d'ego de la part de John Byrne, qui est plein de talent à côté de ça, hein, sur plein de choses, mais qui parfois est un peu difficile comme client, on va dire. Il faudra attendre, notamment, à mon sens, je sais pas, G, tu vas peut-être me dire, ah non, il y a tel run qui est exceptionnel, mais il faut attendre un peu le run de Bruce Jones, en fait, pour voir émerger un nouveau run majeur, en fait, sur le personnage. Et avant que tu commences, Jay, d'ailleurs, je te propose de parler de ces runs-là sans nous supplier de les rééditer, s'il te plaît. Tu vois. Eh ben, moi je pense que ce serait effectivement très intéressant de les rééditer. Ce run de Bruce Jones, parce que c'est un run qui est atypique, où la fin, ça part un petit peu dans tous les sens, mais je le trouve hyper important ce run. Je trouve que c'est un marqueur temporel aussi extrêmement intéressant, parce qu'il est très marqué début des années 2000, avec une vraie noirceur. À chaque fois que je pense à ce run, ça me fait penser j'ai pas vu tout X-Files, mais j'en ai vu quand même. Il y a vraiment un côté X-Files. Tout à fait, il y a le côté conspirationniste qui, à l'époque, a pas la même chape de plomb, on va dire, que ça peut dégager maintenant. C'est tendance. Voilà. Oui, c'est tendance à l'époque. Ouais. À l'époque, il y a un côté, ça renvoie pas tout de suite à une imagerie casquette rouge, voilà, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que ça fait penser un peu à X-Files. Ça fait aussi penser à la série Incredible Hulk, en fait, des années 70, vu qu'il y a ce côté Bruce Banner sur les routes pour chasser, etc. Donc il y a pas mal de... C'est assez marrant, ça réussit à réactualiser un duo Banner-Hulk qu'on connaît justement depuis longtemps, et en le mettant à la saveur des années 2000. Et encore une fois, hein, avec des artistes absolument magnifiques. C'est John Romita Jr. qui ouvre le bal avec ce qui, pour moi, fait vraiment partie de ses tout meilleurs travaux sur Hulk. Il a travaillé plusieurs fois sur Hulk avec plusieurs scénaristes différents, mais vraiment c'est absolument magnifique. On a une petite partie avec Stuart Timonen aussi qui est très sympa. On a l'arrivée d'un dessinateur qui va casser les yeux à tous les lecteurs, Mike Deodato Jr. qui va nous dépeindre des combats entre Hulk et l'Abomination, mais absolument incroyable, avec des muscles sur des muscles sur des muscles. C'est vraiment magnifique en fait le boulot qu'il fait, et c'est un run qui est complètement atypique, mais qui reste malgré tout extrêmement sympa, mais qui aura été au final, entre guillemets, retiré en fait de la continuité de Hulk. Toute cette période sera mise entre parenthèses, justement, par le retour de Peter David, qui va justement expliquer dans Tempest Fugit, si je l'ai bien dit cette fois-ci, presque, hein, t'auras pas les gros bacs, c'est tout. Hein. Voilà, vous collerez une voix de robot sur ce moment-là, tu vois, qui parle à ma place, histoire qu'on l'entende bien que c'est pas moi qui le dis. mais du coup Peter David il va tout simplement faire en sorte que ce run c'était tout simplement un rêve, et ça ne s'est jamais passé pour tout un tas de raisons, parce qu'il se passe tout un tas de trucs dans ce run qui auraient peut-être été un peu lourds dans la continuité, et donc ils vont tout bazarder. Mais au-delà de ça, ça reste un run qui pour moi est extrêmement intéressant, dont facilement les 3/4 sont vraiment très qualitatifs. Et du coup, après, il y a un autre run qui est régulièrement cité, hein, qui a même servi d'inspiration d'ailleurs au film récent où on voit Hulk. C'est le run de Greg Pak. Et je pense notamment du coup à ces deux meilleurs récits, on va dire Planet Hulk et World War Hulk. Donc moi j'avoue j'ai une nette préférence pour Planet Hulk, parce qu'on revient à ce côté très pulp, je trouve très années 30, avec en gros un John Carter of Mars qui débarque, quoi. Où en fait Hulk est envoyé par les Illuminati sur une planète en pensant s'en débarrasser, et finalement il va nous faire une petite Spartacus, c'est-à-dire que il était balèze sur Terre, il est encore balèze dans l'espace, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une révolution, voilà. Donc finalement une belle revanche communiste, tu vois, pour un personnage créé par un communiste, tu vois.
Je tiens juste à dire, à remettre les choses où elles sont. Les Illuminati, ils voulaient pas l'envoyer sur une planète d'esclavage. À la base, ils voulaient Ouais. l'envoyer sur une planète genre plage, crustacés, tranquillou. Hein. Je me rappelle plus d'ailleurs pourquoi la fusée ne débarque pas là. Il y a quelqu'un qui l'a, je crois qu'il l'a, Sabote, non? ouais, qui la sabote. Mais là, pour le coup, j'ai un doute. Je me rappelle plus si c'est ça ou si c'est Hulk qui à l'intérieur en fait pète des trucs. Ah, peut-être. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, en gros, il y a un écran vidéo et ils lui disent pourquoi il expédie à Et il le péter prend ça. pas bien. Il le prend pas bien. Non, Oui, non. Il a mauvaise gestion oui. de la colère, Hulk, tu vois. Un peu de sophrologie, tout ça, tu vois. Au fond, ça aurait évité beaucoup de problèmes, je pense. Fallait pas faire un message vidéo, une carte aurait suffi. Bon voyage, Bruce. Ravi de t'avoir connu. C'est ça. Ouais. Ça sent en continuité qui aurait pu être un email, en fait, tu vois. Exactement. Non, mais en tout cas, ouais, Greg Pak qui avait vraiment. Enfin, j'en parlerai un peu plus bas, parce que moi je trouve que c'est vraiment le récit le plus accessible sur Hulk dans les trucs modernes. Parce que c'est un peu comme ça aussi que je l'avais découvert, le personnage. Parce qu'il y a ce côté, ben, on n'a pas vraiment besoin d'avoir toute la continuité de tout ce qui s'est passé avant. Et il y a ce côté vraiment unité d'action et de lieu, où il est juste là pour casser des gueules. Et donc, ben, en fait, faire la révolution. Et vraiment, moi j'aime beaucoup, en plus, comme je l'évoquais un peu plus tôt, ce lien avec la littérature pulp et John Carter, où justement, voilà, ce côté vraiment de devenir un gladiateur et de briller par ça, et c'est vraiment cool. Et du coup, après, ben, il va faire une suite avec toujours, donc d'ailleurs, cette fois-ci avec John Romita Jr., que tu avais évoqué sur le run de Bruce Jones, où là, pour le coup, bon, le, le Ah, moi, sous-texte. Ouais, Le mais sous-texte passe un peu, mais c'est un truc intéressant. Hein. Voilà, ouais, donc, le sous-texte passe peut-être un peu, mais le fait de faire déjà le fait de dire c'est qui le plus fort à la bagarre, c'est quand même dans l'ADN des comics. Hein, l'hippopotame, Sangoku, tout ça. Ouais, non, mais les duels, la chose, Hulk, Ouais, justement, bien sûr, par bien exemple, c'est un classique. Il y a toujours eu ça un peu en filigrane, quand même, dans les personnages. Hulk, il est présenté comme le plus fort qui soit, donc faire une Bien espèce sûr, ouais. de rêve de fan de le voir là-dedans, c'est intéressant, surtout que il y a un côté, je trouve, on bascule au fur et à mesure de la lecture. C'est-à-dire au début, on est du côté de Hulk, genre, ouais, bah il a raison quand même. Attends, oh là, il a été balancé dans l'espace. On comprend qu'il soit pas content, etc. Puis la lecture avance, plus il gagne, plus on est en train de se dire, ouais, mais bon. T'es obligé de T'en fais diviser quand trop, même. t'en fais trop, Bruce. Voilà, bon, on aimerait bien quand même que t'arrêtes de casser la gueule à tout le monde. Calme-toi un petit Ouais, peu. parce que je crois qu'il paralyse She-Hulk ou un truc comme ça, non, à ce moment-là, non? Il n'y a pas une histoire où il lui pète les jambes ou... je crois que de Oui, mémoire, elle est vraiment bien amochée après, je crois. Ah, le plus marquant, c'est les mains de Doctor Strange. ouais. Ah ouais? Les... J'avais oublié. Ah oui, j'avais oublié. Non, c'est Ouais. il y a un côté comme ça et qui est un peu en surenchère permanente et c'est vrai que du coup, je trouve qu'on bascule au fur et à mesure de la lecture d'être du côté de Hulk pour être de plus en plus mais qui va réussir à l'arrêter? Il faut que quelqu'un l'arrête et c'est du coup un sentiment que je trouve assez ce point de bascule, il est assez compliqué à gérer en tant que scénariste et je le trouve très bien géré dans la mini-série. Et on évoquait le Ouais. côté un peu air du temps, conspiration au début avec le Bruce Jones, mais est-ce que, parce que moi, encore une fois, j'ai pas forcément du recul sur cette période-là parce que j'ai pas tout lu ce qui s'est passé, contrairement à au moins un de vous deux. Disons que j'ai l'impression aussi qu'on arrive à un moment où on commence aussi à conscientiser aussi le rôle et l'importance du super-héros par rapport avec, comme un peu avec Civil War, en fait, l'impact que ça peut avoir sur les vies civiles et autres. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce moment-là où le Hulk, pour moi, va devenir non pas un allié potentiel, où en fait les Avengers, j'ai l'impression qu'ils regardent un peu de loin en disant bon ok tu fais des conneries dans ton coin, mais si on a besoin de grosses masses de muscles, on peut t'appeler, on sait que tu vas être une grosse force de frappe contre Thanos ou je sais pas qui. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est ce moment-là où il devient un peu un outcast parmi les super-héros Marvel, pour en fait il est un peu de plus en plus ostracisé en fait de la communauté. Je sais pas, je crois qu'il a toujours été un peu ostracisé. Ouais. Ouais. Ça a toujours été un personnage qui a été en marge. On parlait des Defenders, c'est une non-équipe par excellence, Ouais. les Defenders. Et déjà à l'époque, il y a toujours ce truc de Hulk qui veut être laissé seul. Il veut pas être dans cette équipe, il veut pas être Ouais. avec les super-héros. Et ça vient peut-être de son ADN de base, justement, qui est que c'est pas vraiment un super-héros, c'est un personnage de monstre, en fait, qui est injecté dans l'univers Marvel, et du coup, il vit pas bien avec les super-héros d'une certaine manière. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours un peu existé chez le personnage.
Après, c'est vrai que on est dans une époque où il y a peut-être plus de crossover, plus d'events justement à ce moment-là, et avec un personnage comme Hulk qui est tellement fort, tellement puissant, et qui va, dès qu'il est présent, tellement modifier le cours d'une histoire, bah, il faut toujours trouver une justification. Pourquoi il est là, pourquoi il est pas là, s'il est là, pourquoi il pète pas la gueule du méchant en 3 cases, etc., etc. Et donc, peut-être que ce sentiment d'ostracisation supplémentaire que tu as pu ressentir, il vient aussi de là, dans le sens où les scénaristes sont peut-être davantage obligés de montrer qu'il est une wild card dans l'univers des super-héros. Ouais, après avec les Avengers, je vois pas bien en fait le rôle qu'il a à cette période-là. Du moment où World War Hulk en fait se termine, le rôle qu'il peut avoir avec les Avengers, ça j'avoue que je le mesure pas. J'ai pas souvenir en fait qu'il ait fait beaucoup de trucs à ce moment-là avec les Avengers, mais là j'ai vraiment pas tout lu. Mais par contre c'est vrai que ça va permettre d'ouvrir aussi entre guillemets une double période créative, parce qu'on a Greg Pak qui va continuer de son côté à faire des histoires autour de l'univers de Hulk avec Scar, etc., puis ensuite de nouveau Incredible Hulk, et de l'autre côté en parallèle il va y avoir une série qui va tout simplement s'appeler Hulk et qui va traiter en fait du Hulk rouge, et on a ces deux destinées en fait, ces deux séries qui vont avancer mois après mois, et là aussi ça va créer une période éditoriale extrêmement particulière, extrêmement singulière, parce que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'on va avoir réellement deux séries Hulk qui sortent en fait tous les mois, en gros, hein, je vous la fais en cours, parce que bon, je pars du principe que Scar Son of Hulk c'était du Hulk aussi, et ça va permettre en fait d'ouvrir encore une fois un peu plus le champ des possibles au niveau des histoires. Ce sera de temps en temps un petit peu compliqué au niveau éditorial, mais malgré tout avec un résultat très satisfaisant. Et puis de temps en temps, c'est vrai que à partir de là, il y a un peu que j'ai envie de dire un aller-retour, c'est-à-dire que il y a des moments où l'édito va dire non mais bon, on se retrouve, on a 14 Hulk, il faut qu'on faut qu'on ratibose un peu parce que là ça en fait vraiment trop dans l'univers Marvel. Ouais. Le personnage en fait de Hulk perd de sa singularité en fait comme ça, et donc il y a des moyens, parfois juste même en enlevant le focus sur les autres personnages, de resingulariser Hulk. Et après, bah oui, tel ou tel scénariste décide de remettre en avant ces personnages de la Hulk Family, on va dire. Et ça permet justement de raconter d'autres types d'histoires, en fait. D'un côté, on a un Hulk isolé, de l'autre, on a un Hulk qui vit dans un microcosme avec d'autres personnages qui partagent ses pouvoirs, et du coup bah, c'est deux types d'histoires différents qu'on peut raconter. Mais les 12 épisodes, celui qui va être chargé en fait après cette explosion de personnages liés aux radiations gamma, parce que Rick Jones va devenir A-Bomb, il va y avoir la Red She-Hulk, il va y en avoir de partout. Et tu mets un coup de pied dans une porte, il y a deux Hulk qui tombent, ça va être, il y en a vraiment de tous les côtés. Et celui qu'on va appeler en fait en renfort pendant je crois 12 ou 16 épisodes, j'ai un doute, qui va faire son retour sur la série, c'est Mark Waid. Et Mark Waid, en quelques épisodes, écoute, il va faire un tour du monde à Hulk pour toi t'es plus un Hulk, hop je t'ai soigné, toi t'es plus un Hulk. Je me permets, c'est pas Mark Waid, c'est Jerry Duggan qui fait ça, avec Mark Bagley. Eh ben, je crois qu'au début c'est Mark Waid, et après c'est Duggan qui finit. T'es sûr? Moi, j'ai mon petit tableur. Moi, je me rappelle de Duggan Bagley, et après, pour Marvel Now, c'est Mark Waid qui arrive avec Lenny Franciscio. Janvier 2013, Mark Waid, Lenny Franciscio. Ça, c'est Indestructible Hulk, et après, c'est donc... C'est avant, je crois. C'est avant... Ah non, c'est peut-être après. Non, c'est après. T'as raison, c'est après. C'est après Jerry Duggan, parce que c'est le moment où... C'est le moment Avengers Now, en VF. Et Indestructible Hulk, ça s'arrête au numéro 20. Ensuite, il y a de nouveau un reboot, et c'est de nouveau simplement la série Hulk, qui elle va durer que 16 épisodes. Mark Waid va en signer les 4 premiers, et ensuite les 12 suivants, c'est Jerry Duggan, avec toujours Mark Bagley du coup au dessin. Et c'est là où... Il fait bien les 4 premiers épisodes, Ouais. Ouais, en fait, il fait la continuité avec Indestructible Hulk, parce que à la fin d'un... Enfin, je vais pas spoiler Indestructible Hulk, mais oui, il se passe un truc de fou à la fin de cette série. Et du coup, après, en parallèle de cette période-là, il y a aussi eu donc pas mal de one-shots qui ont été faits. Alors je dis one-shot pour simplifier, parce qu'évidemment, il y a une mini-série, et puis Hulk Grand Design, c'est un projet aussi un peu à part également. On peut déjà évoquer le 3e titre de la tétralogie des couleurs de Jeff Loeb et Tim Sale avec le Hulk gris. Est-ce que du coup vous pouvez m'en parler ?
Déjà, on peut dire que Jeff Lubb et Tim Sale, ils continuent en fait l'exploration, j'ai envie de dire, non seulement des personnages, mais aussi des différentes facettes de l'amour. Avec Daredevil jaune, c'est l'amour filial. Avec bleu, c'est l'amour passé, le deuil d'un amour, quoi. Et avec Hulk gris, on est sur peut-être celui qui se rapproche le plus de l'amour romantique, quoi, on va dire, vu que ça traite de sa relation avec Betty Ross. Et Lubb et Sale sont deux auteurs très talentueux séparément, mais ensemble, ouais, c'est vrai qu'ils s'élèvent à des hauteurs stratosphériques. Ouais, non, mais c'est un truc absolument magnifique. J'ai rarement vu en fait un scénariste et un dessinateur se compléter en fait à ce point. C'est vraiment quand Jeff Lubb il écrit et que c'est Tim Sale qui dessine, t'as vraiment l'impression que l'un sublime l'autre. Et moi je me rappellerai d'une manière indéfectible en fait ce point de départ en fait du Hulk gris où tu vois Bruce Banner qui est en train de discuter avec Doc Samson, qui est en train de suivre en fait sa thérapie. On est, je crois, à New York, il pleut, il fait sombre, il y a une espèce d'orage, et tu vois simplement en fait Bruce Banner, c'est vraiment un décor en noir et blanc, et il y a simplement l'iris de l'œil de Bruce Banner qui est vert. Et c'est ridicule comme petit truc, mais c'est vraiment un signe que le monstre est quelque part tapis dans l'ombre et il est là. Et je trouve que ce soit sur Hulk gris ou sur l'ensemble des travaux de Jeff Lubb et Tim Sale, je trouve qu'il y a vraiment un rapport avec tous ces petits détails qui donnent une nouvelle lecture à chaque fois aux pages, qui en rajoutent à chaque fois. Et moi je trouve que c'est vraiment des boulots qui sont mais tout simplement mais prodigieux. Ça fait partie, à mon sens, des immanquables, vraiment. Voilà, et puis du coup, tu parlais de détails, il y a aussi une œuvre pleine de détails qui a été faite également, alors un peu plus tard, qui est le Hulk Grand Design, qui a été fait en fait dans la foulée donc, du travail d'Ed Piscor sur X-Men, qui est en fait une digestion de tous les X-Men, donc en gros du début jusqu'à, si je dis pas de bêtises, à l'ère Claremont Jim Lee, je crois. Et du coup, suite au succès critique et public du Grand Design, Piscor à l'époque avait en fait pas mal de petits camarades, notamment Tom Scioli, qui est toujours considéré comme un des plus grands, on va dire, alors j'ai pas envie de dire imitateur, ce serait péjoratif, mais un des plus grands dessinateurs à la Jack Kirby, qui va faire du coup un travail fabuleux mais et très très minutieux sur les Fantastic Four. Et il va également donc aussi donner suite à un album donc, qui est fait par Jim Rugg. Jim Rugg qu'on peut retrouver sur la chaîne en fait que tenait Piscor sur YouTube, donc Cartoonist Kayfabe. Jim Rugg qui va du coup réaliser 2 numéros très complets pour digérer en fait pareil toute l'histoire de Hulk, du moins jusqu'à de mémoire Peter David aussi, donc il s'arrête jusqu'à un certain moment. Et en fait en 2 numéros qui vont mélanger toutes les formes d'art possibles, c'est-à-dire du street art, du collage, de la bande dessinée, c'est un travail absolument magnifique et surtout aussi un travail de digestion assez monstrueux parce que quand il en parle, il dit qu'en gros il bouffait je sais pas combien de comics Hulk pour essayer d'arriver un peu à l'instar de G en fait, tenir un fichier Excel en fait avec tous les détails en fait par numéro et compagnie et du coup et lui après il a réussi à condenser tout ça en 2 numéros et à rendre je trouve toute l'évolution graphique, stylistique, thématique du Hulk en 2 numéros oversize mais qui sont absolument prodigieux et qui s'approchent le plus de ce que Marvel peut faire en simili indépendant parce que ça ressemble tellement à rien d'autre en fait que du coup c'est super quoi. Et si vous dites, oh là là, ça peut être compliqué de comprendre toute l'histoire de Hulk, mais par où commencer? Vous prenez Hulk Grand Design, et en fait, vous allez effectivement suivre toute l'histoire du personnage, mais en fait, on va vous raconter une histoire. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a vraiment ce côté encyclopédique jusque dans où il en est à se fondre en fait dans les pas des dessinateurs de l'époque pour reprendre vraiment leurs caractéristiques, tout en maintenant sa propre patte, ce qui est totalement prodigieux, et vous allez suivre en fait vraiment un récit
passionnant, toute l'histoire en fait du personnage, et vous allez avoir un tour d'horizon dans une histoire absolument merveilleuse. C'est une encyclopédie qui vous est racontée. Dans un autre genre, mais j'ai beaucoup aussi aimé l'histoire de l'univers Marvel par Mark Waid. Si vous avez envie de vous dire, attends, mais les guerres secrètes, c'est où par rapport à Secret Invasion? Vous prenez ce bouquin-là et vous avez un tour d'horizon de l'univers Marvel qui vous est raconté par quelqu'un et qui vous raconte ça, mais c'est une histoire, il vous raconte ça comme une excellente histoire, vous allez passer un super moment, et en plus vous allez apprendre plein de trucs pour bien vous repérer. Ça, c'est des bouquins qui sont géniaux. Et en plus, donc, l'histoire de l'univers Marvel, qui était donc dessinée par le fabuleux dessinateur Javier Rodriguez, qui a également travaillé avec un certain scénariste qui s'appelle Al Ewing. Et Al Ewing qui, au moment où Hulk n'avait plus de série régulière, arrive avec le Hulk et qui va signer ce qui nous amène du coup ce soir à faire un podcast sur Hulk, Immortal Hulk. Du coup, Immortal Hulk, est-ce que c'est pas un peu le gros morceau avec celui de Peter David ? Je pense que c'est différent. En termes de passage obligé d'importance et tout ça, oui, j'ai envie de dire, c'est le deuxième sommet peut-être. Mais après, en termes de qu'est-ce que c'est complètement une autre bête, quoi. Ce que fait Al Ewing, déjà, il revient un peu à la base du personnage. Donc, est-ce qu'il est un monstre, un homme ou les deux? Et il va commencer à partir de là et donc à tisser en fait un récit d'horreur. On est dans le body horror, on est dans du Cronenberg sur les pages, mais il va rajouter plein d'idées aussi, comme a pu le faire Peter David à l'époque. Et comme Peter David à l'époque, il va faire un travail de synthèse, de reprendre des idées. Mais c'est là justement où pour moi on est peut-être sur une différence fondamentale entre les deux runs. C'est que Al Ewing, il doit travailler sur un travail de synthèse beaucoup plus vaste. Et il va du coup avoir ce côté peut-être des comics beaucoup plus des années 2010-2020, qui sont des comics qui regardent vers le passé avec un regard parfois pesant sur le passé quand c'est mal fait, ou parfois quand c'est très intelligemment fait, comme l'autre exemple qui me vient, c'est chez La Distinguée Concurrence avec Grant Morrison sur Batman. C'est quand un auteur justement va regarder l'ensemble de l'histoire d'un personnage, que ce soit Al Ewing là sur Hulk ou Morrison sur Batman, et va se dire ok, comment je peux synthétiser tout ça dans une histoire que j'ai envie de raconter pour réussir à en tirer les meilleurs aspects et en faire quelque chose d'unique et pour reprendre l'adjectif qu'on a pas mal utilisé durant l'enregistrement, de singulier. Et Al Ewing, il va réussir ça de manière magistrale, de bout en bout, j'ai envie de dire. C'est un récit d'horreur cosmique. En plus on est sur à la fois du body horror mais aussi sur quelque chose donc d'intime, le body horror c'est toujours quelque chose qui tape au plus proche, j'ai envie de dire, mais aussi sur de l'horreur cosmique. On est quasiment sur quelque chose de Lovecraftien, et tout ça en utilisant toute l'histoire du personnage, toutes les facettes de la psyché de Hulk, pour faire un récit extrêmement personnel qui résonne auprès de son scénariste et auprès de ses lecteurs. C'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Et en 50 numéros. Ouais. Je n'enlèverai pas un mot de ce que tu viens de dire, notamment le dernier adjectif, chef-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment ce qui s'en rapproche le plus. Dans tous les scénaristes en fait qui ont pu à un moment donné travailler sur le personnage, ceux pour lesquels en fait j'ai le plus d'amour, parce que clairement on peut parler de ce terme-là, c'est vraiment ceux en fait qui ont conscience de ce qui a été fait avant eux, qui ont conscience en fait de ce qui a été fait sur le personnage de Bruce Banner, sur ses traumatismes, sur les différentes personnalités, et qui ont aimé en fait les gens qui ont travaillé sur ces runs-là, et qui à chaque fois ont respecté le travail de leurs prédécesseurs, se le sont appropriés et ont essayé de faire grandir la mythologie du personnage. Plus on avance dans le temps, comme tu l'as dit Aurel, et plus c'est compliqué, parce que l'histoire elle devient de plus en plus grande et de plus en plus vaste. Et ce que réussit à faire Al Ewing est à mon sens tout simplement prodigieux, parce qu'il n'omet rien de véritablement important. Il va complètement s'approprier toute l'histoire du personnage de Hulk, et à la fois
il va faire ce que j'aime en fait dans les comics et ce que j'attends d'un scénariste. Il va planter des graines pour le futur. Il va distiller des idées qui ne seront peut-être pas traitées par lui, certainement pas traitées par lui, mais il a fait dans ce run-là des cadeaux pour des auteurs qui arriveront peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et qui vont récupérer ces petits cadeaux-là, comme lui-même il l'a fait, et qui vont peut-être ouvrir de nouvelles pages autour de ce personnage. Et moi, quand j'ai des scénaristes qui arrivent et qui, avec autant d'ingéniosité, autant de talent, réussissent à écrire des histoires qui sont géniales, parce que au-delà de tout ça, c'est juste une histoire qui est géniale, mais qui en plus œuvre en fait dans le futur du personnage, moi ça me procure des émotions qui sont géniales, et c'est ce qui, je trouve, donne une singularité absolument totale à ce qu'est l'univers Marvel, à ce qu'est cet art que sont les comics, cette espèce en fait de marathon à travers le temps, à travers différents créateurs. Et Ali Wing, il fait un truc absolument génial. Et si on doit résumer grosso modo l'histoire au-delà du pitch, Hulk, quand il est venu sur Terre, est-ce que c'est une bénédiction ou bien est-ce que c'est une malédiction? La question, on peut se la poser parce qu'on sait qu'au travers de son parcours, des fois il a été une force qui a œuvré pour le bien, et de temps en temps, dans sa rage, dans sa colère, il a tué des gens, il a commis de temps en temps des crimes. Est-ce que cette force-là, cette force totalement inarrêtable, est une force démoniaque ou bien une force de justice? Et c'est vraiment sur ça en fait qui va faire avancer ses pions et qui va nous décliner cette histoire absolument incroyable. Et pour moi, un des signes qui fait qu'il s'est inscrit définitivement dans la grande histoire de Hulk, c'est avec le Immortal Hulk 0, tout simplement parce que il vient à la suite de l'épisode 312 de Bill Mantlo, donc l'épisode qu'on évoquait tout à l'heure. Un autre immense scénariste a travaillé en fait à retravailler sur cet épisode-là avec le Incredible Hulk -1, c'était Peter David, où on est de nouveau en fait sur la thématique du père, qu'est-ce qui s'est passé en fait la veille en fait de l'accident, comment est mort le père de Bruce Banner. Donc là aussi Peter David, il avait enrichi en fait cette mythologie-là qui est condensée sur une seule journée, et à ce moment-là, on a aussi Ali Wing qui, avec le Immortal Hulk 0, vient apporter une autre lecture 20 ans après Peter David sur cet événement très précis. Et là, pour moi, on touche à quelque chose d'incroyable sur 40 ans d'histoire. Voilà, pour moi, c'est vraiment un run qui est magique et qui doit être lu, possédé, relu, re-relu. Je crois que j'en suis à 4 lectures et je ne m'en lasse pas. Je découvre encore des trucs nouveaux à chaque fois. C'est très dense, très riche. C'est un véritable plaisir d'avoir pu suivre cette série. Et je me permets un peu de réclame parce que tu as commencé un guide pour appréhender sa lecture de Immortal Hulk. Oui, parce que c'est vrai que le défaut qui n'en est pas un, mais en fait je m'étais fait cette réflexion de dire ce serait dommage en fait d'avoir peur de se lancer dans Immortal Hulk parce que on aurait peur de pas forcément avoir toutes les clés de compréhension, de pas forcément connaître les personnages, et je me suis dit qu'avec une petite vidéo, et c'est pas pour faire de la réclame, c'est vraiment dans l'idée d'accompagner les gens qui pourraient à un moment donné avoir peur de se lancer dans cette série, regarder cette vidéo et puis en quelques mots, en quelques éléments, vous aurez au moins quelques bases pour savoir où on en est avec tel personnage, et au moins vous pourrez rentrer dans le premier épisode d'Immortal Hulk en ayant déjà des bases entre guillemets solides pour savoir un petit peu où c'est que vous mettez les pieds. Et après, il n'y a plus qu'à dérouler, hein. Il y a juste à prendre la main de Ali Wing et vous inquiétez pas, il va vous emmener faire un voyage extraordinaire. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait que c'était très référencé et qu'il utilise beaucoup ce qu'il y a pu avoir avant lui, etc. Mais il le fait de manière extrêmement, j'ai envie de dire, positive. C'est-à-dire que si on a les références, on fait « Ah, je vois la référence. Ah, il fait référence à tel truc, à tel épisode, à tel moment, à tel truc. » Et on est content de voir la référence. Mais moi, qui par exemple ne connais pas certaines décennies de Hulk sur le bout des doigts, il y a d'autres moments, j'avais pas la ref. Je voyais qu'il y avait une ref, j'avais pas la ref, mais ça ne perturbait en rien ma lecture. C'est-à-dire c'est une lecture qui est vraiment auto-contenu et qui n'est pas parasité par une espèce de chape de référence comme ça qui deviendrait une espèce de listing abscon ou un truc comme ça. Non, c'est toujours très accessible pour le nouveau lecteur, je trouve. Ouais, tout à fait. Et je rajoute aussi à ça le fait que le magnifique travail d'Alex Ross sur les couvertures, parce que justement aussi elles sont totalement comme ça, c'est-à-dire que
on les voit tels quels, c'est déjà des trucs qu'on a envie d'encadrer chez soi. Et de l'autre côté, quand on commence à lire d'autres épisodes de Hulk, on se rend compte, oh putain, mais en fait, la lune avec Rick Jones qui joue de l'harmonica, c'est une ref à ça. Et du coup, non, vraiment, il y a aussi ce travail-là de référence qui est fait sur les couvertures et qui fait de cet univers, enfin de cet univers-là. Oui, j'ai envie de dire un univers, parce que l'Immortal Hulk est un monde en soi. D'une certaine manière, je trouve ce travail-là fabuleux aussi de Ross. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a Marvel avait sorti Oui. un bouquin, je crois, avec les 25 Que les covers, premières ouais. covers, ouais. Ouais, il est magnifique Ouais, aussi. Ouais. Et je te confirme, ça fait de très jolis tableaux. Pensez pour la famille de G qui doit subir des peintures de Ross tout le long de la cuisine. Oui, c'est... J'ai un salon qui est très coloré de vert. Bon, après, j'habite Saint-Étienne, ça passe. Ville verte, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais... je crois que c'était le destin. Et du coup, on l'a évoqué avec Peter David et l'après Peter David. Comment s'est passé l'après Halloween? En fait, j'ai envie de dire, ça me fait penser au mouvement artistique. Quand on a un mouvement artistique, que ce soit dans la peinture, dans le théâtre, dans l'architecture, qui par exemple va être très détaillé, en général, le mouvement artistique qui va suivre derrière va être quelque chose de très simple, etc. Il y a toujours un côté opposition comme ça qui se fait, et c'est pas pour rien qu'en fait, après un run qui est baigné de fantastique, côté le plus horrifique du personnage et tout ça, le run suivant, qui est celui de Donny Cates et Ryan Otley, c'est un run qui va aller beaucoup plus dans le côté scientifique, presque plus super-héros, etc. Et s'éloigner complètement de ce qui a été fait avant. Alors c'est un run qui est un peu compliqué à analyser de toute façon, parce que Donny Cates va avoir un accident qui fait qu'il va du jour au lendemain lâcher le poste de scénariste, et c'est le dessinateur, Ryan Otley, qui va scénariser la fin du run pour conclure l'histoire qui avait été lancée. Donc c'est vrai que on a un peu presque, j'ai envie de dire, un prémisse d'histoire qui va être réglé tant bien que mal par Ryan Otley, qui fait par contre un super boulot dessinateur du début à la fin. Donc ouais, c'est un run qui est un petit peu compliqué à analyser comme ça, mais moi je le trouve intéressant dans le côté, on voit bien qu'après quelque chose de très baigné dans le fantastique, ouais, forcément après on est plus dans la science-fiction, et au contraire, le run d'après, celui qui se déroule actuellement, celui de Philip Kennedy Johnson et Nick Klein, c'est un run qui, du coup, après ce départ raté de Donny Cates avec le côté scientifique, on revient au fantastique, on revient à l'horreur, on revient à ce qui a marché juste avant, donc avec Immortal Hulk, et là la série Incredible Hulk du moment, et reprend le sillon de l'horreur et du fantastique. Et du monstre un peu de la semaine aussi. C'est ce Ouais. qui est intéressant dans cette série-là, c'est que c'est un peu genre des arcs assez courts, avec en gros, le Ghost Rider, Man-Thing, telle créature qui est une vieille avec des poupées ou je sais pas quoi. Non, mais du coup, c'est aussi le côté qui est intéressant. Et puis aussi, on a déjà pu l'évoquer parce que on a commencé à créer le Paniccast à ce moment-là. Le fabuleux travail de Nick Klein sur la série, qui immortalise peut-être les plus belles et les plus douloureuses transformations de Banner en Hulk ever, quoi. On parlait de body horror et on est à la frontière de ça, en fait. Ouais, le travail de Nick Klein, il est vraiment génial. Et c'est vrai que c'est très juste le côté monstre de la semaine, avec malgré tout une grosse ambition, avec une grosse trame de fond. J'ai hâte de savoir où ça va se terminer, parce que on voit une vague de monstres, une vague démoniaque qui est en train de monter, et c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que Nick Klein... il est absolument incroyable en termes de dessin. Il fait un boulot sur les transformations qui est tout simplement magnifique. Vraiment. Bon, messieurs, ça fait presque 1h30 qu'on enregistre. Je pense qu'il va être temps de conclure avec en gros ce qu'on fait habituellement quand on fait un épisode focus sur un personnage. Je vais vous demander à chacun, du coup, votre histoire préférée et votre histoire idéale pour débuter. On commence avec l'histoire préférée. J'ai. Alors c'est difficile sur un personnage comme ça, parce qu'il y en a énormément qui viennent, mais j'avais envie de souligner en fait tous ces petits moments
tous ces épisodes en fait où malgré qu'on soit sur un comics dans un univers extrêmement coloré avec un personnage dont on peut croire qu'il est seulement fait comme étant une grosse brute, et différents auteurs ont réussi toujours à se saisir en fait de cette opportunité qui leur a été offerte pour aborder des sujets, des thématiques bien ancrées dans leur époque et qui étaient à chaque fois, je trouve, extrêmement novatrices. Je pense au Incredible Hulk 420 où Peter David va vraiment consacrer un épisode pour parler du sida, et à une époque où parler du sida, c'était pas facile. C'était vraiment pas évident, où il y avait encore énormément de stéréotypes autour de cette maladie, et dans un épisode de Hulk, on a réussi à parler de ça, avec sur la couverture un petit ruban rouge. Voilà, parce que je trouve que c'est un épisode que moi j'ai lu quand j'étais adolescent, et j'ai trouvé que c'était incroyable de courage d'aborder ça dans les pages de mon comics, et c'était une histoire géniale. Je pense à un épisode en fait du run de Bruce Jones, où avec beaucoup d'intelligence, Bruce Jones va évoquer l'autisme, et notamment l'autisme non verbal, où Bruce Banner va croiser en fait une enfant. On va comprendre que cet enfant est autiste et est non-verbal parce qu'elle a un livre en fait sur l'autisme, et puis tout simplement qu'elle parle pas, et sans forcément en dire un mot, sans forcément trop en montrer, on va évoquer ce truc-là, ce que je trouve absolument génial. Le run de Paul Jenkins que j'aime énormément va être centré en fait sur le fait que Bruce Banner est atteint de la maladie de Charcot. C'est une maladie absolument terrible dont on entend encore très récemment parler on essaye de faire évoluer des lois dans notre pays autour de cette maladie, mais autour de la fin de vie en règle générale, mais notamment autour de la gestion de cette maladie. On en parle dans un run de Hulk. C'est dans le run de Bill Mantlo où à un moment donné, ça peut paraître dérisoire, mais on va parler du conflit israélo-palestinien, et avec des mots très justes, des mots qui sont éminemment simples, qui ne jettent l'opprobre en fait sur personne, mais tout simplement pour regarder une situation qui est tout simplement tragique. Et moi, c'est tous ces petits moments-là en fait qui me font dire que les comics, c'est évidemment les comics Hulk, c'est pas simplement en fait du pampan la bagarre, c'est vraiment des comics qui sont ancrés dans leur temps, avec des vrais scénaristes derrière, avec des gens qui ont des choses à dire, et qui ont réussi de temps en temps par petites touches à prendre en main en fait des sujets qui n'étaient pas forcément toujours extrêmement simples. Et ça pour moi c'est des épisodes qui sont discrets mais véritablement importants. Aurélien ? En fait, pour dévoiler les coulisses de l'émission, on a un fichier partagé où on note les trucs, et j'ai vu que t'avais déjà mis, désolé, je te coupe l'herbe sous le pied, mais que t'as déjà mis le titre en fait dont je voulais parler, Immortal Hulk, en histoire préférée. Donc j'étais là, bon, est-ce que je reparle d'Immortal Hulk ? En plus on va en parler dans l'émission et tout. Donc je me suis dit, bon, quel est l'autre titre dont j'aurais envie de parler ? Et l'autre titre dont j'aurais envie de parler, en fait, c'est Futur Imparfait de Peter David et George Pérez. Donc c'est une mini-série en 2 épisodes, alors des épisodes plus longs que la moyenne, et qui en fait s'inscrit dans le long run de Peter David, mais qui aussi fonctionne en tant que mini-série indépendante, et où en fait on découvre un futur dystopique où le monde s'est effondré en fait, et des ruines de ce monde a émergé un dictateur, le Maestro, qui en fait s'avère être Hulk lui-même, et du coup un Hulk venu du passé, donc du présent au moment où on lit ça dans le run de Peter David, c'est le professeur Hulk dont parlait j'ai plus tôt dans l'émission, débarque là-dedans, et du coup va s'opposer au Maestro. Et on va se retrouver en fait avec une écriture qui fonctionne à divers niveaux, mais en fait moi ce que j'aime vraiment beaucoup dans Futur Imparfait, c'est le fait qu'on est dans un vrai récit de SF, quoi. Pour moi on est presque dans de la BD européenne, je pense à des choses comme l'Incal ou des trucs comme ça. Il y a presque un petit côté John D. Fool au personnage de Hulk qui débarque là-dedans sans trop savoir ce qu'il fout là, et c'est vrai que c'est sublimé par les dessins de George Pérez qui s'en donne à cœur joie, qui crée le personnage de Maestro qui est terrifiant, qui crée ses opposants qui ont des looks justement un peu à mi-chemin entre l'univers de l'Incal et Mad Max, etc. Et ouais, il y a tout un univers qu'on découvre comme ça en 2 épisodes qui est absolument réjouissant,
pas très réjouissant, mais réjouissant en tant que lecteur à découvrir. Et c'est vraiment un récit qui est top et qui oublie pas de poser des questions sur j'ai envie de dire sur le déterminisme. Est-ce que parce que on a l'impression que la route est tracée, est-ce qu'elle est forcément tant tracée que ça, et voilà. Et non, c'est vraiment voilà, c'est pas forcément l'histoire justement la plus profonde de Hulk, après celle que vient d'évoquer G, ou d'autres qu'on a pu évoquer dans l'émission, mais en termes de récit autocontenu, c'est vraiment une super tranche de plaisir. Non, mais c'était juste pour dire, et la fin, qui est peut-être enfin, pour moi, c'est une des meilleures fins que j'ai pu lire, en fait, dans un épisode de Hulk. La fin, je peux évidemment pas la dévoiler, ce serait criminel pour ceux qui l'auraient pas encore lu, mais la fin est juste incroyable quand tu prends 2 secondes, en fait, pour l'analyser. Je la trouve fantastique. Non, je voulais juste rajouter, parce que tu as parlé du travail de Pérez sur la série, que j'avais lu justement dans une interview que Peter David avait juste écrit, en fait, comme quoi il voulait... parce qu'en fait, à un moment donné, on découvre une immense salle avec plein d'accessoires ayant appartenu à des héros et des héroïnes. Et en fait, apparemment, Peter David avait juste indiqué, en gros, 2-3 noms, en mode genre, il y a tel... genre le bouclier ou tel truc, et le surf du surfeur d'argent. Et en fait, Georges Pérez, il s'est juste amusé à mettre ça, mais fois 3000. En dessinant plein de trucs, et notamment genre il y a le sweater du personnage de Riverdale, il y a aussi plein d'objets en fait un peu insolites, et ça montre bien aussi le souci du détail qu'avait Pérez, et qui s'amusait toujours en mode, tu parlais de la BD européenne, à toujours plus de détails, ce qui paraît toujours incongru dans une industrie aussi timée que l'industrie de la BD américaine. Et donc oui, après moi, tu l'as dit, hein, je pense mon histoire préférée du coup ce serait Immortal Hulk, pour les raisons que vous avez évoquées un peu plus tôt et pour lesquelles je vais parvenir, parce qu'on a déjà bien parlé. Et du coup, j'ai vu que tu vas reparler d'Immortal Hulk, en fait, parce Non, que mais j'ai pas vu parce que c'est l'histoire idéale pour débuter. Ouais. Idéal pour débuter, parce que le meilleur point d'entrée, c'est peut-être celui que vous pouvez trouver quand vous allez pousser demain la porte de votre librairie. Et Immortal Hulk était un récit génial. Je vais pas vous refaire le pitch, mais si vous voulez débuter Hulk, vous pouvez très bien commencer par là, et vous aurez une histoire absolument incroyable. Avec l'avantage en plus que, vu que c'est entre guillemets camp de omnibus, par rapport au run de Peter David qui peut être intimidant du fait de sa longueur, c'est Oui. peut-être aussi du coup, si on veut s'attaquer à un des 2 gros monuments en fait du personnage, la voie facile. Tout à fait. Et du coup, Aurélien, toi, l'histoire idéale pour débuter? Je vais dévoiler les coulisses de l'émission, mais donc j'ai vu que G avait mis Immortal Hulk, que je voulais mettre quelque part, mais bon, voilà. Et parce que je pense, non, parce que je suis d'accord sur le fait que c'est un très bon récit pour débuter, parce que, en fait, c'est un excellent récit. Donc, ça me semble toujours bien, un excellent récit pour débuter. Et, Ouais, c'est pas con, hein, comme idée. hein, t'as vu un petit peu, hein, ouais, ça réfléchit là-dedans. Mais du coup, en fait, pareil, je me suis creusé la tête, qu'est-ce que je conseillerais d'autre? J'ai pensé à Peter David, mais c'est vrai que je pense pas que ce soit forcément un très bon récit pour débuter, justement du fait de sa longueur, pour le coup. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs qui ont envie de débuter un personnage avec un run aussi long, en vrai. Mais du coup, moi, je me suis rabattu sur le run de Philip Kennedy Johnson, donc celui qui est actuel, qui est en pleine publication, en me disant que il est vachement bien. Il est justement en cours de publication, on est encore dans les premiers tomes, et il y a ce plaisir du coup de voir l'histoire se développer devant soi, quoi, en gros. Le plaisir de l'attente. Alors c'est vrai qu'on aime bien binger, on aime bien avoir un omnibus, on aime bien pouvoir dévorer toute l'histoire d'un coup, mais dans les comics, il y a aussi ce plaisir de l'attente, que ce soit mensuel ou en attendant les tomes, et c'est vrai que pour moi, ça participe aussi au plaisir de la chose, de voir l'histoire se développer au rythme de tomes par an, quoi, on va dire. Ça participe au plaisir aussi. Donc vu que ce run-là est, en tout cas pour le moment, excellent, et avec notamment une partie graphique assez magnifique, c'est celle que je pourrais conseiller pour débuter aussi. J'espère qu'il sera toujours excellent, parce que imaginons en 3 ans ça se finit mal. Les gens vont réécouter l'émission en se disant, mais dis donc, ce con il m'a menti. Oui, c'est bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est une question que moi je me suis posée. Est-ce que conseiller un truc qui est pas fini, c'est pas un peu hasardeux? Mais le fait est que déjà, en général, quand la qualité est très bonne au début, c'est rare que ça dévisse complètement en cours de route. Mais en plus de ça,
pour moi, ouais, encore une fois, le plaisir de voir le truc se dérouler dans les yeux fait quand même partie du plaisir qui existe dans les comics. Oui, bah en fait, dans ce type d'industrie, comme on peut retrouver au Japon, souvent le trajet importe des fois plus que la fin du chemin, quoi, en soi. Tout le début du trajet, même des fois, là, les fins peuvent être un peu expédiées ou autres. C'est ton petit on a quand côté même passé un fortune bon moment, quoi. cookie, là, Émile, tu vois. On me l'avait jamais faite. Et bah du coup, on l'a évoqué aussi un peu plus tôt, forcément, dans nos histoires un peu idéales pour débuter, le Planet Hulk. Parce que pour les mêmes raisons que toi, Aurélien, je trouve que c'est un run qui est relativement, alors pour le moment, autocontenu d'une certaine manière, et aussi relativement indépendant des intrigues globales de l'univers Marvel actuel. C'est-à-dire que le run donc, actuel sur Hulk peut se lire sans forcément avoir connaissance donc, des événements qui peuvent avoir lieu actuellement donc chez Marvel, que ce soit les crossovers ou autres. Là où, par exemple, même chose, le Planet Hulk, vu que par définition ça se passe sur une planète, il n'y a pas de continuité Marvel pour le moment trop impliquée dedans, mis à part au début où bon, voilà, on parlait des Illuminati, mais en fait après ça, bon, c'est un peu comme le bêta rebuild de Daniel Warren Johnson, où au début il y a une petite référence aux événements en cours d'univers Marvel, mais après vous avez un super récit autocontenu avec beaucoup de bastons, beaucoup de mythologie et beaucoup de côté un peu armure, glaive et compagnie. Donc, ouais, le Planet Hulk, je trouve que c'est un récit très cool à lire en parallèle du PKJ. Oui, puis c'est vraiment le truc pour débuter qui est vraiment idéal. C'est pas forcément l'histoire où vous aurez le plus de trucs sur les différentes personnalités, mais franchement, c'est une histoire qui marche super bien, vraiment. Bon, du coup, après presque 1h40 du coup d'enregistrement, je pense qu'il va être temps de conclure. Est-ce que tu as vu que tu es l'invité et que je sais pas si on fera un podcast spécial She-Hulk ou Scar, tu vois, pour te inviter. Soyons fous. Ce sera plus court, ça va durer 25 minutes, mais elles seront intenses. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin ? Non, mais enfin, vraiment, et c'est pas pour faire du sentimentalisme, mais je voulais quand même vous le dire, vous remercier de m'avoir invité. C'est ce que je disais tout à l'heure avec des copains quand on discutait. Je leur ai dit, ce soir, j'enregistre un petit truc avec Panini. Je leur ai dit, je ne peux pas m'empêcher de repenser à mon moi il y a plus de 30 ans, quand j'avais 12 piges et que j'allais acheter mes Hulk version intégrale. Je ne pensais pas que j'aurais un jour l'opportunité de pouvoir venir parler de Hulk chez vous, chez Panini, et franchement ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc déjà merci beaucoup à tous les deux, et puis merci beaucoup à Panini pour cet accueil, et j'espère que dans cette émission on vous a montré que Hulk n'est pas simplement qu'un gros monstre qui tape de partout, qui a un petit peu plus de profondeur et qui a beaucoup d'excellents runs qui sauront vous satisfaire et vous emmener un petit peu plus loin dans l'univers Marvel. Bon, merci beaucoup G, et merci beaucoup Aurélien. Aurélien, écrase. Oh, le mot de la fin, quoi. Ouais, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Bon, merci beaucoup, et du coup, bonne écoute et bonne lecture à vous.